aujourd'hui, avec Lily, Charlotte, Clémence et Maïla, on va vous présenter le sujet suivant. Donc, type de communication sur les réseaux sociaux et idéalisation du corps. Ok, on s'en sort. Expliquons d'abord le terme principal. Donc, qu'est-ce que l'idéalisation du corps? Donc, l'idéalisation du corps, réside dans le fait de s'imaginer danger une apparence physique telle qu'une taille fine, une bouche pulpeuse ou alors une peau sans vergeture. Donc, une apparence physique qui se veut trompeuse car éloignée de la réalité ou embellie. Donc, selon Freud, il s'agit d'un mécanisme par lequel une personne attribue des qualités ou des caractéristiques à une autre, à une autre personne ou à un objet. Donc les médias, les publicités, donc comme vous voyez avec Lady Gaga juste ici, ainsi que les normes de beauté socio-culturelles nourrissent ce phénomène qui s'est nettement amplifié depuis l'apparition des réseaux sociaux. Donc ajoutez ça, les logiciels de retouche photo comme Photoshop. Donc ce désir de corps parfait mène parfois à des dérives faisant naître chez certains des préoccupations et un comportement parfois malsain. Donc pour ce qui est des chiffres clés, donc, une étude réalisée par une étudiante de l'université de Ottawa rapporte que sur un total de 61 personnes interrogées, 84% d'entre elles ont affirmé que les images représentant une apparence corporelle idéale sur les réseaux sociaux ont eu une influence négative sur la perception de leur image corporelle. Donc on a aussi souhaité ajouter notre propre chiffre en réalisant notre propre étude. Donc on a toutes posté en story Instagram un sondage dans lequel on demandait si la visualisation de corps dit parfait entre guillemets sur les réseaux sociaux avait déjà eu un impact négatif sur la perception des corps. Donc sur l'ensemble des participants, 363, 77% nous ont affirmé que oui. Nous avons ensuite choisi un exemple de communication sur les femmes minces versus les femmes de grande taille. On peut voir deux marques de lingerie. Il y a Victoria's Secret qui met en avant le corps parfait. On peut voir que ce corps parfait, ce sont des femmes minces qui sont toutes assez grandes, alors que Etam met des corps plus diversifiés. C'est des corps auxquels on peut plus s'apparenter. On peut voir qu'il y a aussi des femmes considérées comme étant des femmes de grande taille par la société. L'intérêt pour les professionnels de cette étude serait donc lié au domaine de la santé pour réaliser des campagnes de prévention, notamment sur les troubles alimentaires ou encore sur l'importance des activités physiques et sportives et aussi sur la promotion de l'estime de soi et de la confiance en soi. Notre problématique est la suivante. Dans quelle mesure une communication mettant en avant une femme mince versus grande taille peut avoir un impact positif ou négatif sur l'estime de soi des femmes, la comparaison ascendante et descendante et l'insatisfaction du corps? Donc pour ce qui est du plan de la revue de littérature, nous allons tout d'abord parler de l'impact des communications sur les réseaux sociaux sur l'estime de soi et l'insatisfaction du corps, avec premièrement une analyse comparative de communication éphémère versus permanente. Deuxième point, c'est l'analyse de la mention photo retouchée. Le troisième point, c'est l'analyse de l'effet de la dépendance aux réseaux sociaux. Et pour ce qui est de la deuxième partie, nous allons étudier l'impact des communications sur les réseaux sociaux et sur la comparaison ascendante versus descendante et l'insatisfaction du corps, avec dans une première partie une analyse comparative des femmes minces versus grande taille, et dans une deuxième partie l'analyse des différentes interactions avec le post. Donc voici notre bibliographie de nos articles. Alors tout d'abord, dans notre première partie, nous allons donc étudier l'impact des communications sur les réseaux sociaux, sur l'estime de soi et l'insatisfaction du corps, avec l'analyse comparative d'une communication éphémère versus permanente. Les chercheurs de cet article souhaitent comprendre comment les utilisateurs interprètent et répondent aux différents types de posts Instagram, en comparant les publications qui sont permanentes et les stories qui sont, elles, éphémères. Ils partent du principe qu'il y a moins de comparaison avec les stories qu'avec les posts Instagram, car c'est ce qui a été dit dans des études précédentes, comme celle de Bayer en 2016, qui explique que l'éphémérité des réseaux sociaux confère plus d'avantages émotionnels.
ou celle de Mac Roberts en 2017, qui montre que l'éphémérité diminue la pression quant à son image sur les réseaux sociaux. Donc, basé sur ces études précédentes, ils ont décidé de faire leur propre enquête, car la plupart des recherches antérieures sont axées sur les posts permanents et leurs conséquences sur les utilisateurs, mais il y a peu d'études sur le caractère éphémère des stories. Leur enquête examine comment l'éphémère perçu et la permanence du contenu Instagram a un impact différentiel sur la comparaison sociale, l'estime de soi et l'image corporelle. Les chercheurs étudient également comment l'utilisation de fonctionnalités comme des filtres par exemple permet aux utilisateurs d'améliorer l'image d'eux sur les réseaux et ainsi montrer la meilleure version de leur apparence. Ils ont réalisé un modèle conceptuel avec 5 variables. Donc la première qui est l'éphémérité perçue, qui se définit dans l'article par une durée de vie limitée, et la permanence perçue, donc qui dure dans le temps, qui impacte plus ou moins, qui engendre plus ou moins une comparaison sociale, donc s'évalue en se comparant aux autres, l'estime de soi, qui est la façon dont nous considérons, et enfin la préoccupation liée à l'image corporelle, donc l'impact sur la perception du corps d'un individu. Ils ont ensuite réalisé 5 hypothèses. La première est que les utilisateurs qui perçoivent les stories Instagram comme éphémères se comparent moins aux autres. Et la deuxième est qu'au contraire, comme les posts Instagram sont perçus comme permanents, les utilisateurs se comparent plus aux autres. La troisième hypothèse est que les utilisateurs qui perçoivent les stories Instagram comme éphémères ont une plus grande estime de soi et moins d'inquiétude sur leur image. Et encore une fois, la quatrième est qu'au contraire, au contraire de la troisième hypothèse, les posts Instagram engendreront une plus faible estime de soi et plus d'inquiétude sur l'image. Et enfin, la dernière hypothèse est que les utilisateurs d'Instagram qui se comparent socialement sont plus susceptibles d'avoir une faible estime de soi et plus d'inquiétude vis-à-vis de leur image. Donc ils ont réalisé cette étude auprès de 205 universitaires âgés de 18 à 24 ans, avec 73% de femmes et 17% d'hommes qui se connectent tous les jours sur Instagram. Ils leur ont posé des affirmations telles que « je ressens la pression d'Instagram pour paraître plus mince », qui sont d'une notée de 1 à 10, et des questions comme combien de temps je mets à créer une publication ou une story Instagram. Donc pour les 4 premières hypothèses, elles n'ont pas été validées, seulement la 5e l'a été. Il est même apparu dans l'enquête qu'au contraire de ce qu'ils pensaient, les utilisateurs qui perçoivent les stories Instagram comme éphémères sont plus susceptibles de se comparer socialement. Cependant, ils n'ont pas relevé une relation significative entre l'estime de soi et l'éphémérité. Ils ont déduit que comme les utilisateurs pensent que le contenu Instagram peut être supprimé à tout moment s'ils le désirent, il n'y a pas de particulière différence entre les posts et les stories. Les résultats suggèrent également que le caractère éphémère ne réduit pas la comparaison sociale comme le prévoit l'étude actuelle, mais que lorsque les stories Instagram sont utilisées pour montrer son quotidien dans un mode de vie perçu comme supérieur, elles peuvent encourager une comparaison sociale encore plus grande et créer de la jalousie. Et enfin, ils ont aussi remarqué qu'au plus les personnes interrogées passent de temps sur les réseaux sociaux, au plus leur estime de soi diminue. Les utilisateurs d'Instagram qui utilisent des filtres et se retouchent pour obtenir des corps plus minces ont tendance à avoir des préoccupations plus importantes liées à l'image corporelle. Et c'est les femmes qui ont le plus tendance à se comparer que les hommes, et donc à avoir une plus faible estime de soi. Et il n'y avait pas d'implication managériale dans cet article. Donc passons maintenant à la mention photo retouchée. Donc, pour lutter contre les conséquences des réseaux sociaux que sont la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi ou encore les troubles alimentaires, la mention photo retouchée a été mise en place et une étude a donc été menée à ce sujet. Les chercheurs ont voulu ainsi étudier l'effet des légendes, notamment body positive, sur l'insatisfaction corporelle. Donc, dans cette étude, 8 variables sont étudiées. La première, le type d'image, donc ont été montrées à l'échantillon de 15 images issues d'Instagram, montrant des corps entiers de femmes type caucasienne, avec des légendes hashtag fashion, hashtag plus size. Donc les participantes devaient noter chaque image de 1 à 5 en fonction de l'apparence et de l'attractivité de la personne sur la photo. Deuxième variable, la légende, donc plusieurs photos issues d'Instagram sont montrées aux participants, certaines avec une légende body positive comme Love Your Body, Even If the World is Telling You Not To, et d'autres photos sans légende. Troisième variable, l'utilisation des réseaux sociaux. Donc on demande aux participants d'indiquer quels réseaux sociaux ils utilisent le plus souvent. Et pour ce qui est d'Instagram et Facebook, si vous avez un compte, combien de followers, combien de temps il passait dessus et l'importance de la qualité des photos sur les réseaux. Donc encore une fois, à noter de 1 à 5. Ensuite, l'insatisfaction corporelle. Donc on mesure sur une échelle de 0 à 100 différentes humeurs, l'anxiété, la dépression, le bonheur, la colère et la confiance en soi,
avant et après la visualisation d'une photo sur Instagram, ainsi que le niveau d'insatisfaction de son poids et de son apparence. Ensuite, passons à l'appréciation corporelle. Donc, c'est semblablement la même expérience que pour l'insatisfaction corporelle, mais ici on ne se base plus sur des humeurs, mais des phrases. Donc, les phrases sont « Malgré mes défauts, j'accepte mon corps pour ce qu'il est ». Ensuite, « Mes sentiments envers mon corps sont positifs pour la plupart ». Et enfin, ma valeur personnelle est indépendante de ma forme corporelle ou de mon poids. Donc encore une fois, à noter sur une échelle de 0 à 100. Pour ce qui est de la comparaison de son apparence, elle est mesurée après visualisation du coup, des photos montrées précédemment. On demande aux participants dans quelle mesure ils ont pensé à leur apparence en regardant les images et à quel point ils ont comparé leur apparence générale et des parties spécifiques de leur corps, le tout sur une échelle de 1 à 7. Pour ce qui est des caractéristiques des images perçues, on évalue la minceur et l'attractivité des femmes sur les photos montrées précédemment et on dit si on a fait attention aux légendes body positives ou non. Et enfin, l'intériorisation de l'idéal mince. Cela passe par l'évaluation de phrases comme « Je veux que mon corps ait l'air très mince » ou « Je pense beaucoup à avoir très peu de graisse corporelle ». Que les participants notent de 1 à 5, 1 étant pas du tout d'accord avec la phrase, 5 je suis totalement d'accord avec la phrase. Donc l'ensemble de l'étude a été mené sur un échantillon de 387 femmes de l'université de Finders âgées de 17 à 30 ans. Pour ce qui est des hypothèses, nous en avons deux. La première, les images accompagnées de légendes body positives entraînent moins d'insatisfaction corporelle et une plus grande appréciation de son corps que les images sans légende. Et la seconde, les images accompagnées de légendes body positives entraînent moins de comparaisons physiques que les images sans légende. Pour ce qui est de l'objectif, il est donc d'étudier expérimentalement l'effet de la visualisation de légendes positives incluses sous les photos de femmes à corps mince ou grande taille, donc sur l'insatisfaction corporelle et l'appréciation du corps. Pour ce qui est des résultats, donc les femmes minces figurant sur les images ont été jugées significativement plus attirantes que les femmes de taille moyenne. Au final, au contraire de ce qu'il avait été prédit au début, la perception de photos avec des légendes body positives, que ce soit des photos de femmes minces ou des photos de femmes avec des corps moyens ou plus size, n'a pas entraîné de réduction de l'insatisfaction corporelle des participantes. Voir des images de corps minces avait même tendance à augmenter l'insatisfaction corporelle et les photos de corps moyens ou plus size avaient tendance à baisser l'insatisfaction corporelle. Donc la comparaison était encore plus significative après avoir vu des photos de corps minces que les corps moyens ou plus size, que ce soit avec ou sans légende. Donc les deux hypothèses sont rejetées. Une implication managériale ressort qui est trouver une solution, proposer une gamme plus diversifiée d'images avec des corps naturels, donc sans retouche, et éloigner de l'idéal mince. Ensuite, mon article va traiter de l'analyse de l'effet de la dépendance aux réseaux sociaux. L'objectif de l'enquête était d'étudier la possibilité que des mécanismes sous-jacents jouent un rôle médiateur dans la relation entre les symptômes de dépendance aux réseaux sociaux et l'insatisfaction corporelle. Alors, je vais vous présenter les différentes variables. On a d'abord la dépendance aux réseaux sociaux, qui est une utilisation excessive des réseaux sociaux. Ensuite, la satisfaction corporelle, c'est s'il existe un écart entre le corps réel et le corps idéal, les individus risquent de devenir insatisfaits de leur apparence. Ensuite, nous avons deux médiatrices qui sont la conscience des pressions liées à l'apparence, c'est-à-dire être conscient des normes sociales de beauté et percevoir la pression externe pour les atteindre. Ensuite, nous avons l'intériorisation des idéaux de beauté. Ce sont les individus qui adhèrent cognitivement aux idéaux d'apparence socialement prescrits et s'engagent dans des comportements visant à s'en approcher et à les atteindre. Ces médiatrices sont considérées comme des médiatrices individuelles. Une médiatrice individuelle, c'est une variable qui explique la relation entre une variable indépendante X et une variable dépendante Y, qu'on peut voir ici et à l'autre bout. Par exemple, dans cette étude, cela voudrait dire que la conscience des pressions liées à l'apparence pourrait expliquer en partie comment l'addiction aux réseaux sociaux influence l'insatisfaction corporelle.
Ces deux variables sont aussi considérées comme des médiatrices en série. Ça veut dire qu'elles expliquent comment les effets d'une variable indépendante se propagent à travers plusieurs variables intermédiaires avant d'influencer la variable dépendante. Ici, ça serait la conscience des pressions liées à l'apparence, qui serait une première médiatrice, qui expliquerait en partie l'effet de l'addiction aux réseaux sociaux sur l'insatisfaction corporelle. Suite à cela, la personne serait plus enclin à intérioriser des idées de beauté. C'est donc une deuxième médiatrice qui explique à son tour une partie de l'intériorisation de l'insatisfaction corporelle. Ensuite, nous avons comme covariable l'indice de masse corporelle, qui a été inclus dans le modèle en tant que covariable pour contrôler son influence compte tenu de son rôle dans la prédiction de l'insatisfaction corporelle chez les femmes. Je vais vous présenter rapidement mon modèle conceptuel. Alors on peut voir qu'il y a le chemin A1 et B1. C'est les femmes ayant obtenu un score plus élevé en matière de dépendance aux réseaux sociaux ont montré une plus grande prise de conscience des pressions liées aux idéaux de minceur. Ces femmes-là souffrent davantage d'insatisfaction corporelle car elles se sentent obligées de réaliser certaines actions pour atteindre ces idéaux. Ensuite, le chemin A2 et B2, c'est les femmes ayant obtenu des scores plus élevés en matière de dépendance aux réseaux sociaux ont montré une plus grande intériorisation de l'idéal de minceur. L'intériorisation de ces idéaux irréalistes comme normes personnelles est liée aux symptômes d'insatisfaction corporelle, étant donné que les femmes ont tendance à se comparer à des images corporelles irréalistes. Ensuite, nous avons le chemin A3, les femmes ayant davantage conscience des pressions liées aux idéaux de minceur ont une plus grande intériorisation de ces idéaux. Et le chemin C, c'est l'addiction aux réseaux sociaux a un impact direct sur l'insatisfaction corporelle. Ce modèle n'inclut pas la covariable qui est l'indice de masse corporelle, conformément à des recherches antérieures postulant que les femmes ayant un indice de masse corporelle élevé peuvent rejeter les normes sociétales et ne pas souhaiter se conformer à l'idéal de minceur. 3 hypothèses ont été émises et les 3 ont été validées. La première porte sur le fait que les femmes présentant une dépendance plus sévère aux réseaux sociaux feront preuve d'une plus grande conscience liée à l'apparence, ce qui peut être associé à des symptômes plus graves d'insatisfaction corporelle. L'hypothèse numéro 2, ce sont les femmes présentant des symptômes de dépendance aux réseaux sociaux pourraient présenter des niveaux plus élevés d'intériorisation des normes de beauté, ce qui peut être lié à l'insatisfaction corporelle plus élevée. Et la dernière hypothèse, les femmes présentant des symptômes de dépendance aux réseaux sociaux feront preuve d'une plus grande conscience et d'une plus grande intériorisation des idéaux de minceur, ce qui sera positivement associé à une plus grande insatisfaction corporelle à la fois individuellement et en série. Cette étude s'est donc basée sur un échantillon de 368 étudiantes espagnoles du premier cycle possédant un compte sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit précédemment, l'objectif de l'enquête était donc d'étudier la possibilité que des mécanismes sous-jacents jouent un rôle médiateur dans les relations entre les symptômes de dépendance aux réseaux sociaux et d'insatisfaction corporelle. De cet article, ils ont pu évoquer plusieurs implications managériales. Par exemple, d'enseigner aux étudiants des techniques pour faire face aux pressions liées à l'apparence et sensibiliser de manière explicite à l'utilisation des technologies d'édition d'images sur les réseaux sociaux qui créent des représentations corporelles irréalistes, mais aussi de limiter l'usage des réseaux sociaux en utilisant des applications pour restreindre le temps passé sur ces plateformes, et cela pourrait donc diminuer les tendances à l'utilisation compulsive de réseaux sociaux. Donc je vais maintenant vous parler de l'impact des communications sur les réseaux sociaux et sur la comparaison ascendante versus descendante et l'insatisfaction du corps, en commençant par une analyse comparative de femmes minces versus grande taille. Donc l'objectif de mon étude était d'étudier l'effet des différents types de vidéos de défis de danse TikTok sur la satisfaction corporelle des jeunes femmes, avec un échantillon, avec plusieurs échantillons, puisqu'il s'agissait en réalité de 3 études en une. Donc la première étude avait un échantillon de 262 jeunes femmes, la deuxième de 280 jeunes femmes et la troisième de 375 jeunes femmes, qui étaient donc principalement caucasiennes et toutes d'une tranche d'âge également de 18 à 25 ans. Donc qui utilisaient quotidiennement les réseaux sociaux, et enfin les participantes ayant eu des troubles alimentaires ont été écartées de l'étude. Et donc en fait nos 3 études consistaient à montrer 3 types de vidéos aux participantes. Donc il y avait des vidéos avec des femmes, donc la condition vidéo avec des femmes minces,
des vidéos montrant des danseuses rondes, donc la deuxième condition, et la troisième condition qui était la condition témoin, en fait c'était des vidéos qui montraient des animaux. Et donc on a également demandé des informations sur l'âge, la nationalité, l'origine ethnique et le poids et la taille pour calculer l'IMC des participantes. Et donc ensuite on a mesuré donc avant et après le visionnage des vidéos, la satisfaction corporelle. Donc ça a été mesuré en fait avec une échelle allant de 0 à 100. Et on a également évalué l'attractivité de la danseuse. Pareil, ça a été mesuré avec une échelle. Et on a également mesuré leur temps passé sur les réseaux sociaux. Et donc dans les 3 études, on a également étudié en fait quel était le réseau social le plus populaire. Donc des 2 premières études, il en était ressorti que c'était Instagram suivi de YouTube puis de TikTok. Et dans la 3e étude, il en est ressorti qu'il s'agissait de TikTok. Et donc pour définir nos variables, donc il y a premièrement le type de vidéo, donc comme je l'ai déjà expliqué. Ensuite, on a la comparaison d'état d'apparence, qui est le niveau de comparaison d'apparence auquel les participantes se sont livrées lorsqu'elles regardaient les vidéos dans les conditions expérimentales. En fait, c'est tout simplement le fait de penser à leur apparence lorsque les participantes regardaient leurs vidéos, les vidéos dans les conditions expérimentales. Et ça a également été mesuré par échelle. Ensuite, on a la direction de la comparaison d'apparence. Donc, cette fois-ci, en fait, ça fait référence à la comparaison sociale ascendante et descendante, donc 2 directions vers le bas, vers le haut. Lorsque les individus se comparent à ceux qu'ils perçoivent comme meilleurs qu'eux, donc ça va avoir un impact généralement négatif. Et ensuite, on va avoir la comparaison descendante, donc pour les participantes lorsqu'elles se sont comparées à des personnes qu'elles ont estimées en fait inférieures à elles, et donc ça va avoir généralement un impact positif. Ensuite, notre autre variable est la satisfaction corporelle, donc tout simplement la satisfaction qu'une personne a de l'aspect de son corps, de l'apparence. Et donc dans notre étude, ça a été mesuré en fait avec une échelle avec 3 items utilisés. Donc la satisfaction relative au poids, la satisfaction relative à l'apparence générale et la satisfaction quant à la forme du corps qui ont été donc sur une échelle de 0 à 100 et moyennée pour produire un score global de satisfaction corporelle de 0 à 100. Et enfin, j'ai également décidé de définir donc la comparaison des traits d'apparence en fait, qui en fait mesure la fréquence de la tendance de comparaison dans des situations sociales. La fréquence à laquelle les personnes vont se comparer. Et donc ça nous donne des modèles conceptuels suivants. Donc le type de vidéo qui engendrerait donc une comparaison d'apparence d'état et qui aurait un impact sur la satisfaction corporelle. Et donc dans le deuxième cas, le type de vidéo qui engendrerait une comparaison de direction d'apparence, qui aurait un impact sur la direction de la comparaison d'apparence et qui aurait un impact du coup lui sur la satisfaction corporelle. Et donc ce qui nous amène à nos hypothèses. Donc la première hypothèse, le visionnage des danseuses minces a un impact significativement négatif sur la satisfaction corporelle par rapport aux autres types de vidéos. Donc les 2 premières hypothèses ont été testées donc, dans la première étude, c'était uniquement ces hypothèses-là. Donc la première étude, elle a été rejetée puisqu'en fait il a été montré que le fait de visionner pour les participants des danseuses minces, effectivement ça a eu un impact négatif sur leur satisfaction corporelle, mais il n'a pas été significatif. La deuxième hypothèse, donc le visionnage des danseuses rondes a un impact significativement positif sur la satisfaction corporelle par rapport au visionnage d'autres types de vidéos. Cette fois-ci, l'hypothèse a été validée puisque il a effectivement été démontré que visionner des vidéos avec des danseuses rondes, c'est vraiment le type de vidéo qui a fait augmenter la satisfaction corporelle des jeunes femmes. Ensuite, la deuxième étude, elle a voulu expliquer un peu les mécanismes de l'étude 1. Elle a voulu un petit peu approfondir l'étude 1 en mettant en place donc les 4 hypothèses suivantes. Donc la première, en fait, elle introduit le concept d'internalisation de l'idéal.
donc cette fois-ci l'idéal d'apparence, qui est en fait l'importance accordée aux idéaux culturels de beauté. En l'occurrence, c'est l'idéal de la minceur. Plus une personne internalise les idéaux d'apparence, plus elle se compare aux autres et plus elle aura tendance à ressentir de l'insatisfaction corporelle. Donc ce qui nous amène à l'hypothèse suivante: l'internalisation des idéaux modérerait l'effet du visionnage des vidéos du challenge de danse TikTok sur la satisfaction corporelle. Ces effets seraient plus importants chez les participantes ayant des niveaux élevés d'internalisation de l'idéal de minceur par rapport aux participants ayant de faibles niveaux d'internalisation de l'idéal de minceur. En l'occurrence, ça n'a pas été démontré au final. En fait, même les participants qui estimaient très important l'idéal de la minceur, en fait, n'ont pas, ça n'a pas modéré, en fait, ça n'a pas généré plus d'insatisfaction. Pour l'hypothèse suivante, donc, qui est la comparaison des traits d'apparence. Donc c'est la comparaison des traits d'apparence modérerait l'effet de la visualisation des vidéos de défis de danse TikTok sur la satisfaction corporelle. Et donc elle nous dit, cette hypothèse, que ces effets seraient plus marqués chez les participants ayant un niveau élevé de comparaison des traits d'apparence que chez les participantes ayant un faible niveau de comparaison des traits d'apparence. Donc en fait ça veut dire que les participantes qui vont avoir tendance à se comparer fréquemment, elles vont plus se comparer en visionnant les danseuses minces qu'en visionnant les danseuses rondes, et ça n'a pas été démontré non plus, puisqu'il y a au niveau de la fréquence, c'est à peu près la même. Autant les participantes qui ont été dans la condition de voir des danseuses minces, elles se sont autant comparées au final que les participantes qui ont vu des danseuses rondes. Donc, bien sûr, les comparaisons ne vont pas être les mêmes, mais au niveau de la fréquence, en fait, ça n'a pas été démontré. Enfin, la comparaison d'état d'apparence serait un médiateur de l'effet du visionnage des vidéos de challenge danse TikTok sur la satisfaction corporelle. Encore une fois, ça n'a pas été démontré, puisque en fait, les personnes qui se sont comparées, en fait, ça n'a pas eu forcément d'impact sur la satisfaction corporelle. C'est pas un élément qui a en fait le fait de se comparer. On va passer maintenant à la direction de la comparaison d'apparence, donc qui serait un effet médiateur de l'effet du visionnage des vidéos de danse de challenge de danse TikTok sur la satisfaction corporelle. Cette fois-ci, cette hypothèse a été validée, puisque en fait, comme on l'a vu au niveau des variables, les participantes qui ont visionné des vidéos avec des danseuses minces, elles ont effectué en fait une comparaison ascendante, parce qu'elles les ont estimées meilleures qu'elles. Et les participantes qui ont visionné des vidéos avec des danseuses rondes, elles ont effectué une comparaison descendante, puisqu'elles ont estimé que les danseuses avaient été pires qu'elles, enfin elles les estimaient inférieures à elles. Et enfin, pour ce qui est de notre dernière hypothèse, donc cette fois-ci elle a été testée dans la dernière étude, qui en fait ne montrait pas de vidéos d'animaux, c'était exclusivement des vidéos de femmes minces ou de femmes rondes, et cette fois-ci on ne mesurait pas la satisfaction avant d'avoir vu la vidéo, c'était exclusivement après. Et du coup cette hypothèse, elle nous dit que la satisfaction corporelle, elle sera plus basse avec les danseuses minces qu'avec les danseuses rondes. Effectivement, lorsqu'ils ont mesuré la satisfaction corporelle des participantes, ils ont remarqué que la satisfaction corporelle, elle était plus basse pour les participantes qui avaient vu des danseuses minces que les participantes qui avaient vu des danseuses rondes. Et donc ça nous amène aux implications managériales de notre article. Il évoque des implications importantes pour la conception des réseaux sociaux, et cet article nous propose également que pour les réseaux sociaux impliquant des vidéos de courte durée comme TikTok, eh bien, ils pourraient être conçus pour augmenter la satisfaction corporelle des femmes avec des avantages significatifs pour la santé publique. Donc maintenant passons au petit 2 qui est sur l'analyse des différentes interactions avec le poste. Donc les différentes interactions avec le poste qu'on peut retrouver, ce sont toutes les actions qu'on va faire en lien avec un poste. Donc ça diffère en fonction du réseau social, mais ça peut être le fait de liker, commenter, partager, enregistrer. Et dans le cas de l'article que je vais vous présenter aujourd'hui, on parle du Instagram. Donc l'étude se centre autour d'une problématique qui est comment les différentes façons d'utiliser Instagram sont positivement liées à l'insatisfaction corporelle à travers la comparaison sociale ascendante avec les pairs proches, éloignés et les influenceurs sur les réseaux sociaux.
Donc à gauche, on voit les variables, donc utilisation d'Instagram, comparaison ascendante, divergence corporelle et appréciation corporelle, que je vais vous expliquer en même temps que le modèle conceptuel. Donc dans le modèle conceptuel, on voit que tout à gauche, on a les différentes façons d'utiliser Instagram. Donc dans l'étude, ils ont utilisé la navigation, le fait de commenter, le fait de poster, parce que publier, c'est pas l'activité la plus répandue sur Instagram. Donc ces différentes façons d'utiliser vont impacter la comparaison sociale ascendante avec les pairs proches, éloignés et les influenceurs, qui eux-mêmes vont ensuite impacter l'insatisfaction corporelle. Donc à l'intérieur, on retrouve la divergence corporelle et le manque d'appréciation corporelle. Donc la divergence corporelle, c'est la différence entre le corps dans lequel on s'identifie, donc le corps que l'on a, et le corps qu'on aimerait avoir, donc le corps idéal. Et du coup, la divergence corporelle, c'est cet écart qu'ils ont calculé. Et ensuite, le manque d'appréciation corporelle, c'est une insatisfaction d'une personne à son aspect corporel. Du coup, à partir de cela, ils ont fait une étude quantitative. Ils ont envoyé des sondages à 291 femmes au total, dont 136 adolescentes âgées de 15 à 17 ans et 155 jeunes femmes âgées de 18 à 28 ans. Et pour participer, elles devaient être des femmes et avoir au moins un compte sur Instagram. Du coup, pour les hypothèses, je vais vous expliquer en niveau, parce qu'en fait, ils ont joué un peu sur les forces de relation. Donc, pour la première, on a la relation entre la comparaison sociale ascendante et l'insatisfaction corporelle serait la plus forte lorsque les influenceurs sont la cible de la comparaison. Donc, elle a été validée, puisque les jeunes femmes se comparaient énormément avec les influenceurs. Et on va aussi voir après dans les discussions le lien avec les différentes façons d'utiliser Instagram. Ensuite, on a les influenceurs en haut, et puis ensuite on a la relation entre la comparaison sociale ascendante et l'insatisfaction corporelle serait moins fort avec les pairs éloignés. Donc lorsque c'est les pairs éloignés, la cible de la comparaison, elle n'a pas été validée, puisque en fait on retrouvait que les femmes elles se comparaient moins avec les pairs éloignés, et presque pas du tout. Donc on verra dans la discussion pourquoi. Et puis, donc toujours au niveau des pairs éloignés, ensuite on a la relation entre la comparaison sociale ascendante et l'insatisfaction corporelle serait la moins forte lorsque les pairs proches sont la cible de la comparaison. Donc là, on peut dire qu'elle est confirmée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trouvé d'association significative entre l'insatisfaction corporelle et la comparaison avec les pairs éloignés et proches. Donc mon article n'avait pas d'implication managériale, mais une discussion qui était assez intéressante. Donc, on a vu qu'en fait, avec les différentes façons d'utiliser Instagram, c'était vraiment le fait de naviguer qui déclenchait cette comparaison chez les jeunes femmes, alors que commenter et poster, pas du tout. En plus de ça, les pairs proches et éloignés sont des cibles de comparaison, mais pas sur les réseaux sociaux, plus dans des contextes hors ligne. Et aussi, c'était intéressant la différence entre les réponses des adolescentes et jeunes femmes, puisque les réponses des adolescentes étaient plus liées à une moins bonne appréciation de leur corps, alors que les jeunes femmes, c'était plus associé à des plus hauts niveaux de divergence corporelle. Donc peut-être parce que les adolescentes traversent la puberté, du coup elles ne sont pas encore dans leur corps de jeunes femmes. Donc le research gap de nos articles, c'est que les communications axées sur le corps parfait et idéal sur les réseaux sociaux ont été analysées auparavant, d'une part sur l'estime de soi et d'autre part sur la comparaison ascendante et descendante, mais qu'aucune étude à notre connaissance n'a étudié ces deux variables de manière simultanée. Donc on rappelle notre problématique qui est dans quelle mesure une communication mettant en avant une femme mince versus grande taille peut avoir un impact qui soit positif ou négatif sur l'estime de soi des femmes, la comparaison ascendante-descendante et l'insatisfaction du corps. Donc on a réalisé notre propre modèle conceptuel avec tout d'abord la visualisation de femmes minces grande taille qui impactent plus ou moins l'estime de soi, la comparaison ascendante-descendante et les réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, donc la tristesse ou la joie. Et ces trois variables qui impactent plus ou moins également, donc qui ont des réactions négatives, donc l'insatisfaction corporelle, les troubles alimentaires et l'addiction à la retouche photo des selfies pour afficher un corps parfait sur les réseaux.
Donc ensuite, après avoir mis en place notre modèle conceptuel, nous avons fait une enquête, donc à travers une étude qualitative, des entretiens face à face. Donc voici notre échantillon de 5 femmes âgées entre 20 et 25 ans. Et aussi c'était important pour nous de connaître l'IMC de chaque femme pour avoir une idée du type de corps et aussi pour mieux comprendre les réponses en rapport avec notre étude. Du coup, pour les tableaux, donc on a les thèmes qui ressortaient le plus souvent. Donc, par exemple, ici, c'est des thèmes qui ont été confirmés. L'estime de soi, la comparaison ascendante, descendante, identification, c'est tous des thèmes qu'on retrouvait dans notre modèle conceptuel. Donc, celui qui ressortait de plus, c'est estime de soi avec 22%. Et puis, comparaison ascendante, 18%. Ce qui est intéressant, c'est que comparaison descendante, c'est la moitié de ascendante, puisque les femmes se comparaient plus avec quelqu'un qu'elles estimaient mieux qu'elles, plutôt que quelqu'un qu'elles estimaient inférieur. Par contre, on a trouvé des nouveaux thèmes qui sont ressortis. Donc, par exemple, motivation à faire du sport. C'est vrai que c'est quelque chose que les femmes en parlaient assez souvent, puisque pour elles, le corps qu'elles considéraient idéal, il fallait travailler pour l'avoir, il fallait du coup se mettre à faire du sport. On peut retrouver des verbatismes comme je vais prendre ce corps comme référence, je vais me dire que peut-être je devrais faire plus de sport. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on va prendre en compte. Ensuite, réaction émotionnelle, donc ça peut être positive, négative, susciter des réactions fortes, des émotions fortes par rapport à des posts qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est confirmé. Et puis survalorisation de la santé, ça c'est nouveau, qui est sorti. Donc c'est vrai que la plupart des femmes ont dit que pour elles, le corps idéal, c'est un corps en bonne santé, et du coup elles vont apporter une sorte de valeur excessive à ce concept de santé qu'on peut relier un peu en fait à la motivation à faire du sport, puisqu'il faut du coup être en bonne santé et travailler pour avoir ce corps en soi. Et puis addiction à la retouche photo, 7%, ça revenait pas énormément, mais les femmes retouchaient souvent leurs photos avec les filtres, enlever l'acné, mais ça touchait plus au visage que le corps. On a donc ajouté ces nouvelles variables expliquées par Lily. Donc on a ajouté tout d'abord la survalorisation de la santé donc au milieu, qui va avoir un impact soit négatif, donc décrit par la démotivation à faire attention à sa santé, avec les anciennes variables présentes dans l'ancien modèle conceptuel, donc insatisfaction corporelle, troubles alimentaires et addiction à la retouche photo des selfies, et la nouvelle variable donc, qui est positive cette fois-ci, avec la motivation à faire de l'exercice. Merci de nous avoir Merci pour votre présentation. Alors,